Troisième partie de ce qu'on allait se dire, qui peut paraître moins amusante, mais qui est au cœur de ton travail, puisque tu viens du monde industriel et que tu formes des étudiants dans ces deux écoles réunies pour l'option Jean, c'est que ces étudiants fassent des projets de jeux en rapport avec l'industrie existante, c'est-à-dire en rapport avec des entreprises qui existent ou des startups qui vont se développer, même si ici ils ont possibilité, s'ils créent un jeu, d'être en pépinière ou de faire quelque chose qui se prolonge. Donc c'est ta casquette, ou c'est dès le début tu as senti qu'il fallait que ces élèves soient pas des rêveurs et qu'ils soient dans une industrie connectée en réseau? Alors, dans toutes les formations, dans toutes les options de troisième année à Télécom Super I, il y a un projet de fin d'études. Donc c'était naturel qu'il y en ait un côté Jean. Ce qui s'est passé, c'est que côté Jean, je voulais plusieurs facettes. Le projet dure toute l'année, tout le semestre, il n'y a pas de souci. Je voulais que les étudiants soient à 4 pour avoir une force de frappe en termes de développement qui soit supérieure. Oui. Et je souhaitais que le dernier mois, donc sur les autres options, en général, les étudiants peuvent consacrer une semaine à temps plein sur le projet. Pour moi, ce n'était pas assez. Il fallait un mois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai mis ça en place, j'ai mis tout ça en place. Et puis, pour moi, ça me semblait important que certains projets ne soient pas seulement proposés par des enseignants, mais qu'ils aient un fond industriel. Pourquoi tu t'es rendu compte de ça? Ça les formait à être plus opérationnels? Ça me semblait être moins dans le rêve? pour tisser des liens, pour que l'option soit plus ancrée dans une réalité économique. Alors les projets, comme l'option s'appelle jeux vidéo et interaction numérique, les projets peuvent vraiment avoir soit une composante jeux vidéo très forte, soit une composante interaction numérique très forte. Et j'étais très fier l'an dernier quand un étudiant m'a dit ouais, cette année il y a trop de projets jeux vidéo, et un autre étudiant m'a dit ouais, cette année il y a trop de projets interaction numérique. J'ai trouvé le bon équilibre, c'est bon. Pour t'avoir suivi depuis longtemps, j'ai l'impression que la culture jeux vidéo était plus importante avant, et que maintenant il y a vraiment de l'interface. Oui. J'ai plus le nom en tête, mais un simulateur d'opération chirurgicale à deux manettes par des gens séparés. Oui. Alors, on n'est pas loin d'être dans un jeu, mais on est dans un jeu très réel, puisque ça va entraîner des chirurgiens à opérer. C'est haptique, il y a un retour un retour haptique, avec qui fait que si tu touches un os, tu es au courant en fait. Voilà. Ce qui est plutôt utile pour entraîner des chirurgiens. Mais là, on est dans quelque chose qui est pas loin d'être une culture du jeu, parce qu'on aura un simulateur d'entraînement de toi qui es étudiant au Brésil, moi à New York. On va pouvoir s'entraîner à opérer virtuellement la même personne. On n'est pas loin du jeu vidéo, mais on est dans de l'application très concrète en fait. Ça, nous on a... même si l'option dès le départ s'appelait jeux vidéo et interaction numérique, très vite, au départ on s'est un peu focalisé sur l'aspect jeu vidéo, et même on croyait que les projets de fin d'études pourraient développer un jeu vidéo complet. Et puis on s'est rendu compte que non, en fait on a bougé, on a appris nous-mêmes. C'est votre culture et la culture que vous supposiez des étudiants inscrits qui vous faisait penser que le jeu vidéo allait se développer, ou c'est l'histoire récente du jeu vidéo qui va vers... Parce que comme tu es un spécialiste, je peux prendre des termes un peu forts, mais les chirurgiens dont je parle, c'est la gamification du monde dont on parle, c'est-à-dire tout est jeu. Et donc ça doit se ressentir dans ton... Le prof de game design serait là, il te dirait mais tout est jeu de toute façon, voilà. C'est la manière dont tu l'habites. Pour moi, Waze, c'est un jeu en fait. Qui fait que tu as des bonifications, tu prends des raccourcis, ça te dit où aller d'un point à un autre. Ça a une tête de jeu avec des petits bonhommes, et en plus tu as tendance, bien que tu conduises, à jouer. La seule différence entre un jeu... l'exemple que donne le prof de game design et que je trouve vraiment passionnant, c'est un pilote de ligne. Il vient de piloter sur son A380, il rentre chez lui, il se met sur Flight Simulator pour se détendre. À quel moment il travaille, à quel moment il joue. Oui. En fait, le jeu, c'est une activité librement consentie. C'est toi qui acceptes de te mettre face à cette activité. Et des activités que moi, je pourrais qualifier de jeu, toi, tu dirais, mais non, c'est un travail. Oui. Donc, dans cette application d'aide à la formation aux chirurgiens,
Oui, il peut y avoir un côté ludique, c'est-à-dire que la personne va s'entraîner et à la limite peut jouer au docteur, Oui. mais elle peut aussi s'entraîner à faire le docteur. Oui. Et là, on quitte le domaine du jeu pour être plus dans le domaine de la formation. La frontière est... Et le passage de beaucoup de jeux vidéo à un équilibre avec interface, ce qui me faisait demander ça, c'est est-ce que les interfaces se sont développées depuis 5 ans ou est-ce que c'est parce que la culture du jeu vidéo s'est ouverte, elle est moins restrictive dans l'esprit des étudiants qui s'inscrivent? À quoi ça peut être dû? Alors, sur les projets, ça va être dû à nos contacts industriels qu'on tisse et on repère, on rencontre un industriel, puis il semble avoir une application intéressante, donc on va la proposer en projet de fin d'études. Oui. Et là, c'est un peu variable. Et comme nous, on connaît mieux l'objet. Quand on a créé l'option, on avait une vision des choses. Aujourd'hui, l'option, elle a 5 ans d'existence, il y a des anciens qui sont sortis, on a des statistiques, donc on est capable de dire, on sait aujourd'hui qu'il y a un tiers des anciens qui sont dans le monde du jeu vidéo, à peu près 50% qui sont dans le domaine des interactions numériques et d'autres qui font vraiment tout à fait autre chose. Il y en a un, il est prof de maths par exemple. Oui. Nobody is perfect. Mais il est heureux et je pense qu'il rend ses élèves heureux et pour moi c'est l'essentiel. À partir de là, on voit ce qui peut se passer et on va proposer des projets extrêmement variés et qui ne sont pas que tournés vers le jeu vidéo. Et c'est pas parce qu'un projet n'est pas tourné jeu vidéo qu'il ne va pas permettre à quelqu'un de rentrer dans le jeu vidéo. Oui. Et ça, on est capable de l'expliquer aussi aux étudiants. Par exemple, il y a un étudiant qui a travaillé sur un visualisateur de gros volumes de données. A priori, rien à voir avec le jeu vidéo. C'était en C++ et il a travaillé les perfs. Et en fait, quand il est allé voir Ubisoft et qu'il a décrit ce qu'il avait fait pendant 6 mois, dans son projet de fin d'études, les autres l'ont accueilli à bras ouverts, parce qu'il s'était confronté à des problèmes de performance assez pas banals. Ce que tu dis, quand tu as décrivé dans la partie précédente l'évolution du jeu vidéo, l'évolution des outils, l'évolution de la pratique, ce qui est passionnant, c'est qu'il aurait fallu qu'on fasse cette interview au début de Gene il y a 5 ans, ou dans 5 ans, c'est que tu es en train d'assister aux mutations de la pratique, de la pratique des étudiants, du marché et de la façon de l'enseigner. Alors, il y a un truc qui est en train de se passer qui est rigolo parce que 5 ans, nous on a créé une prépa aux Beaux-Arts, voilà, 5 ans, on commence à pouvoir parler au passé, à pouvoir parler d'orientation stratégique. Alors, les choses bougent. Alors déjà, en 5 ans, le mobile a complètement changé, enfin la face. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mobile, est-ce qu'il représente la somme de tous les marchés? Je te le garantis pas, mais il n'en est pas loin. C'est-à-dire le marché du PC plus le marché de la console est clairement dominé par le marché du mobile. Une société comme King, ceux qui font Candy Crush, ils sont capables de racheter Ubisoft comme ils veulent, quoi. Enfin, s'ils ont envie, ils peuvent les racheter sans aucun problème. La concentration d'argent sur des entreprises de production de jeux vidéo est devenue énorme. Énorme. Et avec des jeux à base de micro-paiement. Candy Crush, c'est du micro-paiement. Candy Crush, il est gratuit, mais en fait, les gens vont payer un petit peu. Oui. Puis il n'y a qu'à voir le succès de Fortnite aussi. Enfin, c'est quand même monstrueux. Un jeu gratuit qui fait autant d'argent. Enfin, et comment ça se fait? C'est tout à fait naïf. Je suis désolé si ceux qui nous regardent... Pourquoi est-ce que les fabricants de téléphones ou les diffuseurs de réseaux se sont pas emparés de ça dès le début pour vendre leurs propres jeux, puisqu'ils étaient les émetteurs? C'est parce que c'est pas le même métier qu'ils n'ont pas pu le faire, ou parce que le jeu vidéo a pris le dessus? Quand ils pensent... Alors, ça rejoint le marché des applications dont je parlais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que c'est deux métiers différents. Un fabricant de téléphone, c'est pas son métier de faire des applications, faire du jeu. Et
eh ben, ils ont cloisonné les deux métiers. Oui. Les opérateurs... Mais stratégiquement, économiquement, c'est une erreur peut-être parce qu'ils auraient pu développer une antenne qui fasse ça pour qu'ils fournissent. En tout cas, pour les opérateurs téléphoniques, ils ont essayé de faire un système, mais en fait, ils ont été trop gourmands. Peut-être, c'est ma vision des choses. Oui. Ils ont voulu faire trop d'argent et à partir de là, ils n'ont pas permis au marché de se répandre. Apple est arrivé avec son App Store, Google avec son Play Store, et ça a permis au marché de s'ouvrir complètement. Et là, les autres ont été complètement débordés. Et ils luttent aujourd'hui, les Orange et autres, ils luttent pour n'être pas que des fournisseurs de tuyaux. Oui. Mais c'est très compliqué pour eux. Mais ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas assez. Ça, il faudrait avoir J'ai une autre question où je ne t'ai pas prévenu avant pour que tu t'entraînes. On parle de marché européen. J'aurais eu l'intuition, alors sur le très peu que je connaisse, en 90, je suis en Italie, je vois des tas de gens qui téléphonent avec des portables, ça nous fait rigoler. Et en disant, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est arrivé après. Il y a peut-être 10 ans, j'ai vu qu'en Corée du Sud, il y avait des gens qui regardaient des films et des séries télé sur leur téléphone. J'en ai parlé en France, ça faisait rigoler tout le monde, c'est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a des pays qui sont un petit peu décalés sur leurs usages ou sur les pratiques que tu pourrais nous faire découvrir? Sur tout ce qui est jeu, clairement, la Corée du Sud est très en avance. Oui. Il y a également des pays qui vont servir de zone d'expérimentation. C'est-à-dire qu'un studio de jeu, avant de sortir son jeu en France, où il estime qu'il y a un marché très important, il va le sortir dans un pays plus petit, mais qui a un comportement similaire à la France, en fait, pour faire un galop d'essai. Oui. Et pour vérifier que tout va bien et éventuellement ajuster les choses. D'accord. Et ouais, en termes d'usage, oui, non, mais il y a clairement la Corée du Sud, les États-Unis, tout ce qui est Finlande, Suède, etc., qui sont peut-être un petit peu en avance. Mais aujourd'hui, ça s'équilibre quand même, on est assez proches les uns des autres. Je ne suis pas capable de savoir si ce que disait notre ami Nicolas Rosette était juste, mais il me disait qu'en Afrique noire, le débit par téléphone avait dépassé dès le début par manque d'infrastructure le jeu sur console. Il y avait moins d'équipements domestiques, c'était plus sur le téléphone. Et quand il a dû me dire ça il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'ils avaient une pratique du téléphone beaucoup plus avancée que nous pour envoyer des mails, bien avant nous en fait. Dans l'usage en fait qu'ils pouvaient en avoir, puisque l'infrastructure ou l'architecture dont tu parlais était différente. Je ne maîtrise pas assez, mais il est évident que déployer une architecture mobile en fait va beaucoup plus vite, et va se répandre beaucoup mieux dans une société où il n'y a pas déjà des infrastructures existantes. C'est-à-dire que les habitudes culturelles et domestiques, si tu joues sur ton écran géant, tu vas pas facilement te mettre à jouer sur ton téléphone. C'est ça ce que tu veux dire? Alors que si d'un seul coup, ça commence par le téléphone... Si tu as un pays où il n'y a aucune infrastructure fixe, en fait, tu développes une infrastructure mobile et ça va marcher. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est tous les réfugiés syriens là, qui sont au Liban et autres. En fait, leur seul lien avec l'extérieur, c'est leur téléphone mobile. Oui. Et il y avait, et c'est l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui avait proposé des projets en fait de développement de jeux sérieux pour l'apprentissage de l'écriture pour des gamins qui ne sont pas scolarisés en fait. Donc ils vont développer des jeux sérieux sur quoi? Sur téléphone mobile, parce que c'est le matériel que les gens ont à disposition dans ces environnements-là. Donc oui, je pense qu'en Afrique et tout ça, oui, c'est beaucoup plus développé. Ce qui est une petite parenthèse, mais qui prouve que cette industrie du jeu et la formation qui va avec a des impacts sur plein de domaines. J'ai une presque dernière question à te poser, qui est tout à fait passionnante et dont tu ne pouvais pas deviner, c'est que tu es par ailleurs un grand lecteur de science-fiction. Oui. Et est-ce que ça a joué? Est-ce que c'est parallèle? Est-ce que ça s'est développé avec ton goût des jeux? C'est un hasard? Non, c'est depuis très très longtemps.
Parce qu'il y a deux choses que je voudrais te faire dire. C'est dans science-fiction, il y a l'idée d'une projection scientifique. Est-ce que ce côté prédictif t'a toujours intéressé? Est-ce qu'il t'intéresse encore? Est-ce que c'est ce type de science-fiction que tu lis? Oui, alors c'est... En parallèle, je suis en train de balayer un certain nombre de livres de science-fiction que j'ai lus et que j'apprécie. Ta culture de science-fiction ne part pas du cinéma, par exemple. Elle est plutôt livresque. Voilà, c'est Métal Hurlant, c'est-à-dire les années 70. Je revoyais, j'en parlais à un ami, on voit Jean-Pierre Dionnet qui dirige Métal Hurlant, qui dit à la sortie de Star Wars, la science-fiction est morte. C'est-à-dire la science-fiction littéraire, celle qui se base sur... ils admirent davantage Dune, ils admirent une science-fiction qui est marquée par la partie littéraire, en fait, la création de Jules Verne D'accord. Alors, la science-fiction... Cadic. Oui, Cadic. Ah, bah oui. Et en fait, je trouvais ça très rigolo, parce que quand tu vois quelqu'un qui dit dans les années 80-90, Star Wars, c'est la fin de la science-fiction, tu te dis... C'est très curieux, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je crois que tu as cette culture-là qui vient d'abord de la fiction scientifique, et en plus de l'utopie littéraire, en fait. Et en plus, je crois que tu aimes les deux choses. Tu lis les deux choses. Je lis, alors je lis énormément, mais pas tant... Qu'est-ce que j'apprécie dans la science-fiction? Qu'est-ce que tu lis? Alors, typiquement, là, je suis en train de lire un livre d'Ursula Le Guin qui s'appelle, ou Le Guin, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Les Possédés, ou Les Dépossédés, je ne sais plus, qui est un livre où deux planètes sont confrontées l'une à l'autre, une planète qui est extrêmement développée technologiquement, et l'autre où il y a très peu de développement technologique et une société très on pourrait dire communiste, limite communiste, et ces deux planètes sont confrontées l'une à l'autre, en fait. Et c'est plus une utopie sociale là, qui est intéressante qu'une utopie scientifique, qui va être intéressante. C'est lié au personnage. J'ai retrouvé mes notes. Tu parlais d'Esbach, le dernier de son espèce. Oui. Ah bah oui, là tu tapes dans les classiques. Là. Alors, Eschbach, donc dans le dernier de son espèce, ça va être la traduction c'est une variation sur l'homme qui valait 3 milliards, qu'on a tous vu à la télé, mais une variation très intelligente et vraiment remarquable. Tu m'as parlé de ça en 2014. Ouais. Et le même bonhomme a fait un livre qui s'appelle Des milliards de tapis de cheveux. Oui. Et qui est étonnant, enfin, mais qui est étonnant d'un point de vue psychologique, en fait. Là, c'est la même chose que ce que tu viens de citer juste avant de Le Guin. C'est une fiction politique, psychologique. C'est plutôt une science-fiction philosophique, entre guillemets, qui a l'air de t'intéresser, plutôt qu'un délire machinique. Oui, et c'est ça qui m'intéresse. Eschbach, il a aussi il a écrit un livre qui s'appelle Le Maître de la matière, qui est un homme qui devient, qui met au point une technologie, en fait, qui lui permet de créer n'importe quel objet à partir du carbone dans l'air, dans la terre, etc. Et les conséquences que ça a potentiellement sur l'économie, voire sur l'environnement. Il devient par exemple capable d'enlever tous les poisons qui sont à l'intérieur du corps des poissons. Et c'est remarquable. J'en dis pas plus, parce que sinon je vais dévoiler le livre. Mais... Et est-ce que tu as l'impression